Aujourd'hui, j'accueille Billy Fumé, artiste et militant pour les langues de Franche-Comté, l'arpitan et le franc-comtois, pour parler de la sauvegarde de ces langues qui sont considérées comme en danger par l'UNESCO car il ne reste plus qu'une centaine de locuteurs. Je m'appelle Billy Fumé, donc vrai prénom, vrai nom. Je suis né à Champagnole, dans le département du Jura, dans le Sud-Franche-Comté. Et depuis 2010, je suis sur scène, donc musique franc-comtoise, musique folk. Et puis progressivement, je me suis mis à la littérature, notamment la traduction. Et puis, grand militant pour les langues régionales en Franche-Comté. Et puis, j'ai toujours un œil sur les autres langues vernaculaires en Europe, et puis même à travers le monde. Ok, parfait. Le Petit Prince, surtout, qui devient en franc-comtois le Pequeño Prince. Et puis là, en ce moment, je travaille sur les prénoms franc-comtois, sur les noms de lieux également, donc la toponymie. Et puis, ont été traduits Tintin, Lucky Luke et Martine, mais qui n'ont pas encore été édités. Donc ça, c'est des projets qui viendront. Il commence en Bretagne. Ah Oui, c'était en 2006, donc j'étais adolescent et avec ma famille, nous étions partis en vacances à Paimar, je prononce bien? Ouais, ok, ouais. Et j'ai découvert la signalisation bilingue, la musique, la littérature, les drapeaux bretons, les graffitis sur les murs, Brest-Dieppe et compagnie. Et ça m'a beaucoup marqué. Et puis quand je suis rentré en Franche-Comté, j'ai ramené dans ma valise l'idée de sauver les langues de Franche-Comté, parce qu'il se trouve que la Franche-Comté a une situation assez similaire à celle de la Bretagne. C'est vraiment deux langues dites régionales qui occupent un espace assez similaire. Donc c'est parti de Bretagne ce grand combat. D'accord. Et t'avais du coup déjà entendu, enfin tu savais que c'était une langue, le franc-comtois, enfin est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire justement, est-ce que tu l'as entendu quand t'étais petit ou pas du tout. Est-ce qu'elle t'a été transmise? J'ai grandi avec les notions de patois, comme la majorité des personnes. Mais c'est après, de par le voyage en Bretagne, puis finalement aussi de par l'accès progressif à Internet, que j'ai découvert déjà qu'il n'y avait pas une langue, mais deux en Franche-Comté. Donc moi j'ai commencé par apprendre l'arpitan, donc qu'on appelle aussi franco-provençal ou savoyard. Donc c'est la langue du Sud-Franche-Comté. Et puis le franc-comtois est venu après. Donc franc-comtois qui est celle du Nord, de Nord-Franche-Comté. Ok. Et tes parents parlent franc-comtois? Pas du tout. Personne dans ma famille parle franc-comtois. Mais j'ai appris l'arpitan avec mon voisin, qui n'est plus de ce monde depuis longtemps. Et puis le franc-comtois progressivement avec un ami à Besançon, et qui m'a dirigé vers une association dans le territoire de Belfort, dont nous faisons partie aujourd'hui. Non. Après, en Franche-Comté, on a toujours eu des mots différents, mais là, on est dans l'ordre du parler comtois. Donc ça, c'est le français régional. D'ailleurs, nous verrons qu'il y a une grande confusion avec les langues régionales, mais ça risque du français. Alors oui, c'est des mots qui sont différents d'une région à une autre, qui sont assez spécifiques à la Franche-Comté, qui sont influencés par les langues régionales, mais on reste vraiment dans le domaine francophone. Et puis c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où personne ne parlait franc-comtois ou arpitan. Ou du moins pas avant que je questionne les personnes, dont mon voisin qui lui parlait arpitan sans le savoir finalement. Alors au départ, il y a l'arpitan qui, selon la linguiste Colette Dondaine, a reculé durant le Moyen-Âge au sud, langue qui s'est placée progressivement en fait au centre de la Franche-Comté, au sud de la vallée de l'Alou, qui est vraiment une frontière linguistique. Et puis le franc-comtois a émergé à partir du XIIIe, XIVe siècle, sous l'influence de la formation des États bourguignons, dont faisait partie la Franche-Comté, et puis sous l'influence du français également, d'où le fait qu'elle soit une langue d'oeil. Et ça va déborder du cadre de la Franche-Comté pour atteindre la future Suisse, puisque le franc-comtois est aussi une langue de Suisse. Donc à partir du XVe, XVIe siècle, la frontière linguistique est déjà bien située. Voilà. Donc au centre de la Franche-Comté, avec, comme je l'ai dit, au nord le franc-comtois, au sud l'arpitan. Et puis pour le franc-comtois, un premier texte recensé en 1525, donc bientôt 500 ans.
Et puis pour l'Arpitan, il faut attendre le siècle d'après, donc en 1668 notamment, dans la ville de Salins. Et puis après, il y aura une émergence d'une littérature contophone, notamment à Besançon, au cours du XVIIIe siècle. Et puis le XIXe, qui est un siècle un peu différent et qui marque l'émergence de l'ethnographie et de l'ethnologie, avec cette fois-ci l'apparition de glossaires, de lexiques, et ça dans les deux langues. Quant au XXe siècle, on est plus sur du domaine associatif, avec beaucoup de fascicules, de bulletins d'association. Et puis je pense que le XXIe siècle, on est dans le domaine cette fois-ci réellement de la traduction, dont je fais partie. La traduction du Petit Prince en franc-comtois, ça a été une très grande avancée. Hein. Puis, Bah ouais, j'imagine. Ça a été bien transmis médiatiquement aussi. Donc ça a été une très très belle chose. Et puis ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et ça, tu sais si le livre se vend bien ou si, je sais pas, il y a des enfants par exemple qui Eh ben, il s'est bien vendu, hein, 600 exemplaires, ils sont tous partis. Pourtant, peu de monde y croyait. Donc, pour preuve qu'il y a quand même un intérêt à ces langues. Alors, est-ce que c'est une mode ou non? Moi, je pense qu'il y a vraiment un élan qui va continuer. Malheureusement, je n'ai pas pu produire ou sortir les autres traductions, notamment de bandes dessinées dans la foulée. Après, il y a eu un intérêt de la jeunesse, ça c'est sûr. Il y a eu un public assez large finalement, entre les personnes qui parlent la langue, celles qui la connaissent ou qu'on grandit avec sans forcément la parler, des personnes curieuses. C'est aussi un élément qui a été de souvenir, quelque chose que l'on offre, quelque chose que l'on rapporte, et puis finalement quelque chose que l'on peut aussi offrir à des enfants pour un apprentissage plus tard dans le temps. Donc se familiariser avec la langue. Ouais. Et est-ce que du coup, tu sais combien de locuteurs vous êtes? Alors pour le franc-comtois, je pense qu'on est quelques centaines. C'est très peu hein, quand même. Oui, c'est très très peu. Dans les années 80, il y avait plusieurs milliers, ça c'est sûr. Mais malheureusement, ça fait 40 ans maintenant, beaucoup de locuteurs, locutrices sont décédés, c'est une réalité, et ça, je pense que dans toutes les langues, même en Bretagne, pour moi, c'est quelques centaines. Je dirais entre 400-500 personnes et une majorité en Suisse aujourd'hui. D'accord, okay. Après, c'est difficile d'avancer un véritable chiffre faute de recensement. Mais en effet, c'est très peu. Bah oui, c'est très très peu, ouais. Et est-ce que tu sais... Tu peux expliquer à cause de quoi c'est dû? Il y a eu déjà l'influence du français, qui je pense a dilué la langue franc-comtoise vu qu'elle appartient à une même famille. Il y a eu aussi une langue ou des langues, si j'inclus l'Arpitan, qui n'ont pas été encouragées dans la transmission, ce qu'on appelle le suicide linguistique, mais ça c'est pas propre à la Franche-Comté, on en parle beaucoup en Bretagne d'ailleurs, c'est la même histoire, hein. C'est-à-dire que pour une histoire de droit notamment, on pensait que si on ne parlait pas français, on ne pouvait pas les posséder ces droits, ou alors on était vu comme un citoyen ou citoyenne de seconde classe, que ça allait poser des soucis pour la compréhension, pour l'accès à certains métiers par exemple. Ce qu'on n'a pas expliqué aux gens, c'est que on peut parler deux langues, on peut être bilingue et que ça n'empêche absolument pas d'accéder à toutes les choses. Voilà. Après, si ça se fait même le bilinguisme dès le plus jeune âge, c'est encore mieux. Voilà. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu accéder à ce bilinguisme dès le plus jeune âge. J'ai dû attendre l'adolescence pour m'y intéresser et que tout cela puisse émerger. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans la transmission. Il y a encore des barrières qui sont posées par des personnes qui parlent franc-comtois. Il y a des gens qui parlent franc-comtois et qui, par exemple, refusent la signalisation bilingue. On ne voit absolument pas l'intérêt. Mais le problème, c'est risquer de limiter la langue franc-comtoise aux associations et donc à une personne, un nombre réduit de personnes plutôt. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils refusent ça en fait Difficile à dire. Est-ce que c'est parce que depuis qu'ils sont enfants, on leur a appris que la langue de la République est le français, que les patois entre guillemets, mais c'est le terme qu'on a employé, ne servent à rien, ou alors qu'ils doivent rester dans la famille ou à la maison, qu'on ne peut pas obtenir un métier avec, qu'on n'ira pas très loin dans la vie.
C'est une multitude de facteurs qui ont mené à pas forcément une ignorance, mais une méconnaissance du sujet, ou du moins une non-compréhension. Ouais. Et est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment... Alors l'arpitan, je l'ai appris donc avec mon voisin, donc directement dans une ferme. Par contre, le franc-comtois, mes premières connaissances se sont fait seules, notamment avec de la littérature de Besançon en franc-comtois, hein, donc les Noëls notamment, la crèche comtoise, et puis progressivement, de par les relations, j'ai pu intégrer l'association de Belfort-Montbéliard, voilà, qui est la principale association contophone en Franche-Comté. Donc aujourd'hui, je peux parler franc-comtois à l'association, je peux parler franc-comtois à Besançon avec un ami. D'ailleurs, ça fait beaucoup sourire les gens, ça les questionne énormément quand on parle dans les rues de Besançon, parce que c'est quelque chose qui était très traditionnel il y a encore une centaine d'années, et puis qui aujourd'hui ça se fait pratiquement plus, quoi. Parce qu'il n'y a plus de locuteurs, il n'y a plus de locutrices, ou du moins un nombre très réduit encore une fois. Ouais. Est-ce que tu as eu du mal à apprendre ces langues? Est-ce que tu avais assez de ressources? Il y a eu, oui, beaucoup de ressources liées au glossaire. Autant pour l'arpitan que le franc-comtois, c'est vrai que c'est une langue qui a été plutôt bien documentée, mais le franc-comtois beaucoup plus, notamment ces 40 dernières années, avec beaucoup d'initiatives qui sont venues de la Suisse, voilà, notamment de la République et canton du Jura, hein. Et d'ailleurs, si j'ai bien dit, c'est bien en Suisse qu'on retrouve la majorité des contophones aujourd'hui, et que la majorité des initiatives se font, notamment en termes de transmission, si ce n'est même en termes de scolarité. Ah ouais, d'accord. Et c'est considéré comme une langue officielle en Suisse? Pas du tout. Donc en Suisse, co-officielle ou... Voilà, on rappelle la Suisse 4 langues officielles, ou plutôt 4 langues nationales, pardon. Donc allemand, français, italien, romanche. 3 langues officielles, donc allemand, français et italien. Et puis 2 langues minoritaires, le franc-comtois et l'arpitan. Et ça depuis 2018, il me semble. Donc c'est très récent. Mais encore une fois, être reconnu comme langue minoritaire, ce n'est pas être reconnu comme langue officielle ou nationale. Donc, ce sont des langues qui, là aussi, se limitent aux associations. Pour preuve de ce déclassement de cette langue, et dans la Constitution de la République et canton du Jura, elle est encore nommée patois jurassien, et non langue franc-comtoise. Voilà. Et ça depuis les années 1970. Donc on voit que, encore une fois, c'est les locuteurs et les locutrices qui mènent finalement un combat assez difficile, et un combat qui ne va pas jusqu'au bout en fait. On défend la langue, oui, mais on se met soi-même des barrières. Et ça, c'est regrettable. Bah, je crois que c'est la Bretagne, quoi. Je me dis, c'est incroyable, c'est pas nous en breton, la musique bretonne. Je me rappelle, j'ai encore la cassette des 20 ans des écoles d'Iwan, donc c'était en 80. Moi, je l'avais acheté en 98, mais je crois que c'était même 96. Et dessus, il y avait Glenmore, il y avait Jean-Luc Roudot, si je ne me trompe pas, Dan Arbraz. Et c'est vraiment des interprétations qui m'ont beaucoup marqué. Et puis je me dis, mais en Franche-Comté, on n'a pas ça, quoi. Je savais qu'il y avait un folklore, mais folklore, vraiment folklore, quoi, quelque chose de totalement dépassé et archaïque. Et je me dis, si j'apprends les langues régionales et que je l'associe à la musique, je peux faire la même chose, quoi. Et puis l'idée de représenter une part de l'identité franc-comtoise qui est quand même bien méconnue, si ce n'est totalement galvaudée. Donc dès le départ, il y a eu le projet musical en fait. Alors elle est surtout enseignée en cours du soir, mais en 2022, c'était 76 élèves. C'est possible, c'est augmenté ou diminué depuis 2 ans, je n'ai pas le chiffre exact. Ça paraît déjà beaucoup, mais en fait c'est très peu. Là où il y a un siècle, il y avait 76 enfants qui parlaient une langue dans un village, aujourd'hui c'est 76 sur un canton. Alors certes, le canton du Jura n'est pas le plus petit, mais c'est pas le plus grand non plus. Donc c'est finalement des élèves en cours du soir qui sont très dispersés dans le canton. Quant à la Franche-Comté, il n'y a pas de scolarité, il n'y a pas de présence à l'université, et ça c'est dommage. Après, c'est regrettable, mais la question des moyens financiers, humains, matériels se pose, et pour l'instant, de toute façon, nous ne les avons pas. Ça, c'est une certitude.
Tu penses que qu'il manquerait des personnes pour enseigner en fait ou Ah bah et totalement. aussi peut-être faudrait une volonté de je sais pas la région ou Totalement. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis un des plus jeunes locuteurs contophones et arpitanophones. Alors, heureusement, je sais qu'il y en a des plus jeunes qui arrivent derrière, mais ils sont peu nombreux. Et puis surtout, on a ensuite un grand écart d'âge sur les autres locuteurs et locutrices. Là, on passe de 30 ans à plus de 50 ans. Et donc des personnes qui sont déjà à la retraite finalement. Donc on n'a pas de personnes directes qui peuvent enseigner, voilà, ou qui peuvent être formées à l'enseignement. Et ça, c'est difficile de pallier à ce fossé. Et il y a jamais eu de projets d'école, je sais pas, de projets peut-être de petites initiations dans les écoles ou des choses comme ça. Je sais pas, toi, par exemple, en tant qu'intervenant, tu sais, de musique. Je suis déjà intervenu dans les écoles. L'association de Belfort-Montbéliard intervient aussi. Mais là aussi, c'est des initiatives qui sont très dispersées. Et puis, c'est des initiatives qui durent quelques heures par an. On est très loin de cours. Et puis, c'est plus de l'information qu'autre chose. Voilà. Alors, je prends mon exemple. Si je n'étais pas allé en Bretagne et que j'avais pas eu l'information, je me serais jamais intéressé aux langues régionales, ou alors tardivement. Alors, je crois toujours que même transmettre une information, c'est toujours une petite étincelle qu'on peut transmettre à une personne qui sera peut-être, elle, à l'initiative de quelque chose de plus grand dans le temps. Ouais, et après, c'est comme jouer au loto. On transmet, mais est-ce que la transmission de l'information va se faire ça reste une grande énigme. Ça s'est fait avec moi, je pense que ça peut se faire avec d'autres. S'il y a la difficulté de parler, par exemple, moi si je veux parler franc-comtois, il faut que je me déplace à Besançon, il faut que j'aille à Belfort. C'est une langue sociale dans le sens où on transmet des morceaux de vie, et la vie au sens large. La naissance, la mort, toutes les fêtes, les saisons qui passent. Ça, je pense que ça fait partie de la vie de toute langue à travers le monde. D'ailleurs, c'est à cela qu'elle sert, c'est la communication avant tout. C'est un lien à la terre aussi qui est... dont on peut pas forcément donner une définition. Moi, je souhaite beaucoup aux personnes d'apprendre une langue régionale parce qu'il y a un lien très intime à l'environnement, puis finalement à cet environnement qui compose un pays, que ce soit la Bretagne ou la Franche-Comté. Puis c'est multiple. En Bretagne, vous avez le français, vous avez le breton, vous avez le gallo. En Franche-Comté, on a le français, le franc-comtois, l'arpitan. Ce sont tout autant de mots qui vont s'adapter, qui vont désigner parfois une même chose, mais avec des variations d'accent, de prononciation, avec des mots vernaculaires. Qui sont liés à des développements économiques, qui sont liés parfois même à la géologie. C'est très vaste, le domaine de la linguistique, je pense que tu le sais même davantage que moi. Et puis ça appartenir à une terre. Et encore une fois, l'appartenance à un territoire, quel qu'il soit, ça n'empêche pas de s'intéresser aux autres à travers le monde. Non, pas du tout, justement, ça ouvre au contraire. Totalement. Je pense. Moi, une langue régionale, ou même une langue tout court, moi je la vois toujours comme une passerelle. Par exemple, je prends l'exemple de l'arpitan, mais c'est une passerelle vers l'italien, parce que y a des similarités. Le franc-comtois, c'est une passerelle vers le français, bien sûr. D'ailleurs, leur transmission, je pense, aurait dû être commune. Ça ne s'est pas fait pour les raisons que nous avons évoquées. Puis enfin, après, ça peut être, par exemple, une passerelle vers l'allemand. Alors, je sais que le lien n'est pas très perceptible, mais le franc-comtois est la langue d'oï qui intègre le plus de germanisme. D'accord. On a près de 600 en tout. Donc, c'est tout autant de passerelles pour la personne qui souhaite parler allemand. Alors, ce n'est pas mon cas. J'ai essayé, mais ça passe pas. Peut-être que je réessayerai dans le temps. Après, on peut parler de l'anglais, totalement. Mais en tout cas, voilà, je pense que de toute façon, le bilinguisme, le trilinguisme et autres, c'est une question de volonté ensuite. Et puis, c'est une question aussi de s'organiser. Souvent, et je pense que tu seras d'accord avec moi, j'entends que l'on parle déjà bien français. Mais oui, on peut parler bien français puis parler bien une autre langue. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est une question d'organisation.
parler français, parler franc-comtois, parler anglais ou autre. Du moment où on se donne un temps précis dans l'apprentissage et puis que on arrive à se diriger vers les priorités qu'on souhaite, il n'y a aucun souci. Le reste, c'est des excuses, je pense. Voilà. Et malheureusement, dans les gens qui détestent les langues régionales, parce qu'il faut bien avouer qu'il y a des gens qui ont la haine, c'est toujours les mêmes excuses, quoi. C'est toujours les mêmes commentaires qui n'ont pas évolué depuis le 19e siècle. C'est quand même fatigant. Mais bon, on avance quand même. Oui, totalement. Alors, l'arpitan, surtout, est connu pour être une langue supradialectale. D'accord. En Franche-Comté, il existe au moins 3 dialectes. Hein. Le Sauget, ce qu'on appelle le Jurassien et le Bressan. Il y a des variations d'accent, je l'ai dit, des variations de mots, donc qui sont davantage vernaculaires à telle ou telle localité. Le franc-comtois n'est pas en reste. Plusieurs dialectes, dont le plus connu est le Bousbeau. C'est le dialecte de Besançon, mais qui a disparu. Et puis aujourd'hui, le dialecte Ajoulo, donc il y a les dialectes des environs de Belfort et de Porrentruy, en fait, qui est notre franc-comtois moderne. Donc c'est un dialecte qui s'est imposé naturellement par le recul de la langue géographique, c'est-à-dire vers le nord, et donc qui se positionne aujourd'hui entre le Nord-Franche-Comté et la Suisse, donc c'est-à-dire là où on retrouve la majorité des locuteurs et locutrices, donc la majorité des contophones. On peut retrouver des panneaux de lieux-dits ou même des panneaux de communes finalement dont il n'y a pas forcément besoin de traduction parce que le nom est déjà en langue régionale, mais ils disent des panneaux bilingues. Personnellement, j'en ai financé moi-même, notamment à Besançon, j'en ai financé 2 qui sont en Bousbeau, mais qui je pense évolueront avec le temps pour ceux qui doivent être ajoutés en franc-comtois moderne. Et puis paradoxalement, existe une commune qui possède une signalisation complète français franc-comtois, mais elle est en Alsace. Ah ouais. Ah bon? Voilà, parce que le franc-comtois est aussi une langue d'Alsace, hein, elle est parlée dans 12 communes. Et donc c'est la commune de Montreux-Jeune, en franc-comtois Jeune-Métru, qui a installé une signalisation bilingue, je crois en 2014. J'ai une photo devant le panneau d'entrée de Jeune-Métru, hein, du Montreux-Jeune. Voilà. Et en Suisse, avait été installée une signalisation bilingue provisoire en franc-comtois, mais qui a été retirée. C'était vraiment provisoire. C'était l'occasion d'une fête, et malheureusement, elle n'a pas été pérenne. Mais ça a donné un aperçu de ce que ça pourrait donner. C'est dommage quand même. C'est très dommage, surtout que depuis plusieurs années, je démarche les communes personnellement pour développer la signalisation bilingue, parce que j'ai référencé plus de 600 noms sur 1000. Et paradoxalement, là aussi, c'est quelque chose qui n'arrive absolument pas à émerger. Il n'y a que des refus concernant la signalisation bilingue. Et ça, c'est terrible. T'as que des refus. Ouais. Et des pourtant, j'explique que le nom est référencé, donc on a vraiment des références à travers les glossaires, à travers les lexiques, on a les dates, on a les lieux. Et puis j'explique également que le financement d'une signalisation bilingue n'est pas si élevé que ça si on compte sur le temps qu'elle va rester. Une plaque de rue, si vous l'installez, dans 50 ans, elle est encore là si vous en prenez soin. Ouais. Donc, sur la durée, oui, c'est de l'argent qu'il faut dépenser, peut-être 80 à 100 euros pour une plaque de rue, par exemple, mais qui sera amorti sur des décennies de pause. Un panneau bilingue, c'est pareil. Et puis en Bretagne, vous le savez mieux que moi. Ah bah ça, c'est un grand débat. Exactement. En Bretagne. Mais est-ce que il t'explique pourquoi est-ce qu'il refuse? Pas forcément. Déjà, soit parce que je n'ai pas de réponse, ou soit parce que ça rentre pas dans la politique culturelle ou économique. Mais encore une fois, on en revient. Je pense qu'on fait face à des gens en fait qui n'aiment pas les langues régionales ou qui en ont une grande méconnaissance et qui ça mène à l'ignorance et donc à la peur. Voilà. Alors c'est pourtant, on parle bien de signalisation bilingue, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le français est toujours là. Le panneau en franc-comtois ou en arpitan, il est finalement que facultatif. Mais, parce qu'on va le voir, quotidiennement, peut émerger les initiatives pour la langue. Et pour preuve, si en Bretagne j'ai décidé d'apprendre les langues régionales en Franche-Comté, c'est parce que j'ai vu les panneaux bilingues. Donc vous voyez que ça influence dans le pays, puis ça peut influencer aussi vers l'extérieur.
Donc merci aux sûr. personnes qui ont posé les panneaux à Pinmar et Saint-Guénolé, je ne sais plus quand. Mais en tout cas, vous voyez que ça a fait émerger des idées au-delà de la France. C'est super. Non, pas en Franche-Comté. Et si c'est en Suisse, c'est uniquement le franc-comtois. Ok, L'université ne s'est d'accord. pas vraiment intéressée à la question linguistique. Ou alors, si elle s'y Ok. intéressait, c'est le français régional. Donc là, on est sur l'ordre du Ok. parler comtois, et là, ça porte vraiment à confusion. Et d'ailleurs, c'est finalement un combat dans le combat. Aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, dès qu'un mot du parler régional est prononcé, dès qu'il y a un peu d'accent, tout de suite, pour les gens, c'est du patois. Alors que non, c'est bien du français. Hmm. Et les langues régionales, elles passent totalement à côté de ça. Et je le vois moi-même avec, par exemple, ma chaîne TikTok. Il y a beaucoup moins de vues que des vidéos qui portent sur le français régional. En fait, les gens ont l'impression que c'est complètement une langue étrangère. Et ça, c'est difficile. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à expliquer. Et moi-même, ça reste encore pour moi un grand mystère. Pourtant, je déploie suffisamment de moyens, de possibilités d'apprentissage, mais les gens passent totalement à côté. T'arrives pas à te l'expliquer, ça? Non, et même pour la musique, très tôt, j'ai cru qu'avec la musique franc-comtoise, et notamment en intégrant les 3 langues de la Franche-Comté, j'allais percer rapidement, et puis pas du tout. Par exemple, les grands festivals de la région, je suis passé totalement à côté, alors que ça va faire 14 ans que je suis sur scène. Alors j'ai pu parfois discuter avec des programmateurs. Pour eux, en fait, ils voient pas l'intérêt de la musique franc-comtoise. Ils voient pas que ils voient pas que ça peut être porteur d'une image, que ça peut être porteur d'une revitalisation, que ça peut être aussi un vecteur pour le tourisme. En Bretagne, vous avez énormément de chance que cette musique, c'est désormais une part totalement de l'identité, une part très forte. Voilà. Alors, heureusement, des artistes n'ont pas lâché l'affaire. Il y a eu Alan Stivell, il y a eu Glenn Marr, il y a eu Gilles Servat. Peut-être eux-mêmes peuvent témoigner que les débuts n'ont peut-être pas été si faciles que ça finalement. Non, je pense, ouais. Et puis d'autres artistes, même époque aussi, même pas la même époque, puis d'autres artistes qui ont émergé. C'est pas toujours facile, je pense, même pour les artistes en Bretagne de se faire une place sur. Non, je le sais, ouais. Mais en Franche-Comté, en tout cas, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu de la chance de me démarquer, c'est finalement avec des scènes extérieures, dont le Liet international, d'ailleurs qui avait eu lieu à Lorient il y a quelques années. Et le Liet international, moi, j'y ai participé 2 fois, donc en finale. Une fois à Leeuwarden, c'était aux Pays-Bas, et puis une fois à Tonder, au Danemark. Bon, j'ai eu des places d'honneur, mais pour un artiste franc-comtois, c'était déjà une victoire extraordinaire. Et puis c'est se confronter à des artistes qui venaient d'Écosse, qui venaient de Corse, donc c'est vraiment des territoires, des pays qui vivent pour la langue. Même si il y a quand même une certaine perte de la langue au fil des années qui est réelle. Voilà. Mais il y a quand même une certaine vitalité, au contraire de la Franche-Comté. Après, j'ai jamais participé à ces concours en tant que vraiment. Pour moi, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant dans ces concours. J'apprends énormément. On n'en tire que des solutions et que des réponses aux questions. Et c'est une grande source d'inspiration chez tous les artistes que j'ai pu rencontrer, clairement. Donc le Liet international, j'espère participer une 3e fois dans quelques années, on verra. Mais en tout cas, de finale, c'est déjà plutôt pas mal. Malheureusement, pas du tout. On a quelques soirées folkloriques qui vont avec éventuellement l'interprétation de quelques chants en franc-comtois, mais ça devient de plus en plus rare. Parce qu'en fait, nous sommes arrivés à un stade où, dans l'interprétation de ces chansons, les gens ne savent pas ce qu'ils chantent. Ils interprètent une chanson sans connaître les mots, en fait. L'exemple le plus ultime, je crois que c'est l'hymne de la République du Sauget. Donc c'est une micronation folklorique, certes, mais qui a quand même un fond historique. Ça se situe dans le Haut-Doubs, à la frontière suisse. Et aujourd'hui, les gens du Sauget chantent toujours leur hymne qui a été écrit en arpitan, mais ils ne savent absolument pas
ce qu'ils chantent. Ce qui Parce que signifie- personne ah ne ouais. sait parler le dialecte aujourd'hui. Ok. Et c'est la même chose à Genève avec le Sekeleno, donc qui est l'hymne de la République de Genève. Mais donc plus personne ne sait parler le dialecte de Genève. Et ça, encore une fois, c'est regrettable. Donc on voit qu'on est passé vraiment dans le stade folklorique. Il y a folklore et folklore pour moi. Il y a le folklore où, comme son nom l'indique, on est vraiment sur des attributs d'une population, de ce qui va émerger en termes d'activité, en termes de loisirs, en termes de travail, en termes d'adaptation à un environnement. Et il y a folklore dans le sens de quelque chose de galvaudé, de quelque chose qui est moqué, de quelque chose qui est poussiéreux, et de quelque chose qui finalement n'existe plus. Ouais, c'est ça. Alors, là aussi, ça existe en Bretagne, mais en Bretagne, vous avez eu la chance quand même d'avoir un folklore qui là est du bon côté, c'est-à-dire encore vivant et qui s'adapte, je l'ai dit, à son environnement et à son époque. Je me souviens avec le voisin avec qui j'ai appris Harpitan, lui, il était de corvée de bois quand il parlait patois, comme il le prononçait. Voilà. Bon, il y avait toujours les claques sur les doigts avec la règle, ça je crois que c'est assez universel. Mais encore une fois, ce sont des interdictions qui ont été très arbitraires. On en revient à la notion de bilinguisme. Jamais on a dit à ces populations, il y a 50 ans ou un siècle, qu'elles pouvaient parler la langue locale en même temps que le français. Bien sûr. Voilà. Mais on les a pas encouragés. Au contraire, si on les a encouragés, c'est à ne pas transmettre la langue. Ah bah oui, surtout pas transmettre et abandonner leur langue, quoi. C'est clair. Mais comment est-ce que tu vois l'avenir? Pour moi, bien. Je suis très confiant déjà en ce que je fais. Je suis très confiant en ce qui se produit, même si ça pourrait être encore toujours plus. Même s'il y a toujours autant de refus, même s'il y a toujours autant de retours négatifs, de moqueries, si ce n'est même de haine avec un grand H, et de la haine qui vient d'une partie de la population franc-comtoise elle-même. Et ça, c'est triste. Mais je vois qu'il y a quand même un intérêt, qu'il y a une curiosité qui émerge. Malheureusement, les canaux pour faire émerger toutes ces initiatives sont encore à trouver et même à construire. Voilà. Mais j'ai confiance quand même. Dernièrement, j'avais invité quelques personnes à Besançon pour apprendre, découvrir la langue franc-comtoise. On était 5. Alors je sais, en Bretagne, ça peut faire sourire, mais c'est 5 personnes de plus. Oui, que juste avant. Ça pris, voilà. Et c'est tout autant de personnes qui sont motivées, qui sont jeunes en plus. Non, on est vraiment sur des personnes qui viennent du monde étudiant, donc une vingtaine d'années. Et puis les personnes qui ont compris qu'est-ce que c'était la langue franc-comtoise aujourd'hui. Donc elles apprennent le franc-comtois moderne. Elles n'hésitent pas à regarder ce qui se fait en Suisse. Donc là, on voit vraiment que la Suisse joue un rôle important pour le maintien et la transmission de la langue franc-comtoise. Et puis une génération qui finalement a accepté que des choses seraient perdues, notamment des dialectes qui désormais sont éteints, du vocabulaire aussi qui a été emmené dans cette disparition et qui ne sera plus jamais utilisé, mais finalement un autre vocabulaire et une langue moderne qui émerge avec une façon différente de voir le monde. Et puis en y intégrant la musique, la littérature, le théâtre, et puis en espérant peut-être même l'instruction et l'éducation. Voilà. Mais le chemin est long. Hein. Non, il y a pas de, il y a eu des bulletins d'association, il y a toujours des bulletins d'association, mais comme je l'ai dit, hein, ils sont vraiment très limités à quelques dizaines de personnes. Déjà, si vous ne savez pas que l'association existe, vous n'êtes même pas au courant que la langue continue de vivre. On a quelques initiatives, par exemple RCF Belfort, qui ont une petite chronique en franc-comtois. D'accord. Okay. On a quelques initiatives en Suisse à travers quelques journaux, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement incomplet. Par exemple, moi, depuis ce mois-ci, on m'a donné la possibilité de réaliser une chronique sur les langues régionales une fois par mois. J'en suis très content, mais ça reste une initiative qui est menée par un petit média.
et un média local byzantin. Donc, il ne touche pas tout le monde. Et par exemple, les grands médias comme France 3 Franche-Comté qui auraient les moyens de le faire. Par exemple, j'ai déjà écrit, j'ai déjà demandé 1 minute de langue régionale du lundi au vendredi. 1 minute par jour. Qu'est-ce que c'est? Et encore ça, c'est refusé. L'initiative, elle est toujours balayée d'un revers de main. Et ça, c'est regrettable. Est-ce qu'ils te donnent une raison? C'est terrible, quoi. C'est comme si les gens... Pardon. Les gens s'en donnent pas les moyens. Voilà. Mais est-ce que quand ils refusent comme ça, est-ce qu'ils te disent pourquoi? Pas forcément. Et là aussi, ça reste des grands mystères. En fait, on pense parce que la langue... en fait, dans l'esprit de bien des gens, la langue est déjà morte et enterrée. Et que ça sert absolument à rien, si ce n'est peut-être à faire plaisir à quelques dizaines de personnes. Mais on ne se rend pas compte que cette dizaine de personnes, peut-être cette centaine, comme je l'ai évoqué, c'est tout autant de forces qui peuvent faire émerger un renouveau. Alors on fait parfois le lien avec la Bretagne en disant oui, mais la Bretagne c'est différent, on parle encore la langue. Sauf que ils prennent l'histoire qui les arrange, ils oublient que la langue bretonne ou le gallo, ils ont totalement failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale. C'est sûr, dans les années 50, là, c'était... Voilà. Franchement, alors pour bien de raisons, c'est clair, on n'en était pas loin. Hein. Voilà, pour bien de raisons différentes, mais si des jeunes artistes, des associations, des initiatives comme les écoles d'Iwan n'avaient pas émergé, on en serait au même point qu'en Franche-Comté. Moi, je suis clair, entre la Bretagne et la Franche-Comté en termes de linguistique, il y a un fossé de 50 ans. En fait, tout ce qui s'est passé en Bretagne ne s'est pas passé en Franche-Comté. Alors on peut le regretter. C'était pas vraiment de ma faute parce que moi je suis né en 1991, donc c'est pas du tout. Après, je sais qu'il y a eu des initiatives avant ma naissance, mais qui n'ont jamais abouti. Et c'est des initiatives qui étaient déjà très folkloriques finalement. C'est difficile à expliquer, mais défendre une langue, oui, mais pas totalement. Et parfois, et ça je l'ai dit aussi, les personnes qui vont parler la langue se refusent encore à développer une signalisation bilingue, à développer une scolarité, à développer une présence dans les médias. Et ça, c'est difficilement explicable. Ouais, parce que c'est sûr que si tu vas pas à fond, c'est quand même compliqué de mener un tel combat, quoi, de faire revivre comme ça une langue et de permettre qu'il y ait de plus en plus de locuteurs. Ouais, Ouais, j'espère que ça va... Quand même que vous aurez de plus en plus de locuteurs, de gens qui vont se rendre compte vraiment de cette richesse, quoi. Totalement. Alors, heureusement, il y a quand même des bonnes choses qui se profilent. Par exemple, d'ici 2026, devrait émerger... être créé au musée des maisons comtoises de Nancré, donc qui est un musée de plein air d'architecture vernaculaire franc-comtoise, un service pour les langues régionales. Voilà. Donc c'est un service que je suis appelé à diriger, et là ça pourrait être une très très grande avancée parce que ça pourrait être une base de rassemblement pour toutes les associations, qu'elles soient en Franche-Comté déjà, mais aussi en Suisse, pour les quelques contophones qu'on retrouve en Alsace, et puis même pour des contophones qu'on retrouverait à l'extérieur de la contophonie, parce que ce sont des personnes qui se sont dispersées, parce que ce sont des personnes qui apprennent à l'extérieur, ça arrive. Hein. Et puis surtout, on aurait enfin les moyens financiers de pouvoir mener des stages, mener des cours, et ouvrir enfin les langues à la découverte. Ah, c'est vrai que ce serait super chouette, du coup. Et puis, pour le musée en lui-même, aujourd'hui, par exemple, les langues régionales ne sont absolument pas présentes, alors que pourtant, dans les murs de ces maisons, dans ce musée de plein air, on y a parlé le franc-comtois et l'arpitan pendant des siècles, c'est une certitude, peut-être même plus que le français. Hein. Voilà. Donc finalement, on est face à une muséographie qui est incomplète, et puis je crois qu'en Franche-Comté, on est face à une identité franc-comtoise qui est incomplète totalement. Voilà. On aime bien le fromage, on aime bien le vin, on aime bien les charcuteries. Ça fait partie du paysage de la Franche-Comté et des traditions et même de l'économie.
mais ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, évidemment. Les langues font partie, Ouais, malheureusement, on leur en donne pas les moyens. Ouais, et ça explique, les langues expliquent vraiment le pays, en fait, quoi. L'environnement et beaucoup de choses sur l'histoire, donc c'est vrai que Totalement. C'est vraiment dommage de s'en passer, quoi. Enfin... Alors, il y a un mot que j'apprécie, c'est Pequigno. Ça, je l'ai utilisé dans la traduction du Petit Prince, qui devient loup, Pequigno Prince. C'est un mot qui est très affectif. Pequigno, ça désigne quelque chose qui est petit, notamment un petit enfant. Voilà, mon Pequigno, hein, c'est mon tout petit. Et parfois, le mot est même ajouté à un autre diminutif. Par exemple, dans les Noëls de Besançon, au XVIIIe siècle, on retrouve l'expression Pequigno moutonno. Donc, un tout petit mouton. Voilà. Oui. C'est vraiment très drôle. Alors, ça arrive pas souvent. Mais c'est aussi pour ça que j'ai utilisé ce mot pour désigner le petit prince. J'aurais pu dire Loup-Petit Prince, mais pour moi Pequigno, ouais, c'était vraiment affectif. Puis quand vous connaissez le texte d'Antoine de Saint-Exupéry, il y a une grande affection de l'aviateur pour le petit prince. Voilà. Après, il y a d'autres mots qu'on va utiliser plus régulièrement. Alors bon le jouer, bien sûr bonjour, mais ça sonne déjà bien franc-comtois. On retrouve le son je qui est typique. Un mot que j'apprécie beaucoup, c'est tchété. Ça désigne le château, mais ça désigne aussi les gros nuages cotonneux qu'on voit dans le ciel bleu, les gros nuages d'été. Donc on s'appelle ça un tchété. Donc, on peut dire que le et château. Tu sais pourquoi c'est... Bah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que c'est le même mot? Je pense que c'est peut-être une référence à comme un château dans le ciel, en fait. Ouais, c'est hyper poétique, en fait. C'est très poétique, tchété. C'est un mot qui a tendance à disparaître tout de même au profit de nu ou de nuage, bon, qui est le mot générique. Hein. En français, je crois qu'on dirait cumulus, il me semble. Cumulonimbus. Je suis pas assez calé en météorologie. Mais en tout cas, tchété, c'est un bon mot pour désigner certains types de nuages. Après, les expressions comme Ele royote, qui lui, c'est-à-dire ça veut dire à bientôt et à se revoir. Voilà. Et là, ce mot, lui, il est passé dans le domaine du français régional, et les royaumes. D'accord. Ok. Après, bon, des mots, il y en a plein. Les bébouarats, ça, c'est un des noms de la coccinelle. Ah oui. Bébouarats. Alors, c'est surtout utilisé en Suisse, mais c'est un mot qui est assez sympa. Voilà. Ok. Et après, il y en a plein et qui me viennent pas à l'esprit directement. Voilà. D'accord. Ouais, bah j'ajoute que le franc-comtois est quand même reconnu par l'UNESCO comme une langue depuis les années 1990. Le Conseil de l'Europe l'a reconnu comme une langue également. Et puis donc, je l'ai précisé, mais la Suisse l'a reconnu comme une langue minoritaire. Donc, pour les personnes qui diraient que c'est un patois, si qu'elles aient le courage d'écrire à ces trois organismes, et je pense que la réponse sera un petit peu différente de ce qu'elles attendent. On est bien sur le domaine de la langue, et c'est la même chose pour le gallo, et c'est la même chose pour le breton, encore une fois. Voilà. Que c'est des langues qui ont eu des dialectes, oui, je vous l'ai dit, et puis d'ailleurs ça n'a jamais été caché, hein, ça a même été totalement étudié, mais ce sont des langues qui aujourd'hui tendent à se moderniser et à s'unifier. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui ont été perdues, il y a des choses qu'on ne reverra jamais, ça c'est une certitude. Mais le passé appartient au passé, et dans le passé, ils doivent demeurer. Ouais. Merci l'hymne de l'Écosse. Ouais. Non, je pense qu'il faut aller de l'avant, clairement. Moi, avec le franc-comtois, je pense que je vais davantage écrire en franc-comtois pour la musique. Et essayer d'avoir autant d'interprétations en français, en arpitan et en franc-comtois. Ça serait déjà une belle avancée pour moi-même. Voilà. Donc voilà, qu'il y ait vraiment les trois langues qui soient dans mon répertoire musical. Voilà. C'est déjà le cas, mais faut que je développe un petit peu plus ça. Après, c'est vrai que je m'exprime beaucoup en français parce que j'ai des messages à faire passer, donc forcément. Et ça, c'est sûr que c'est plus facile. Ça, je m'inspire d'un artiste breton qui était Glenmar. Oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai que c'est important après de. Ouais. Je m'inspire beaucoup de ce qui se fait en Bretagne. Hein. Alors pas seulement.
Mais après, de toute façon, c'est une continuité, quelque chose qui se fait dans un pays, il se refera dans un autre, etc. Ça peut être inspirant aussi, en C'est fait. ça. C'est ça qui est important. C'est inspirant, et puis surtout, C'est ça vrai. peut prendre une forme différente d'un pays à un autre. Ouais. Donc voilà, bah c'est super. Enfin, merci pour tout ce que tu nous as raconté. Merci Grand pour merci à toi, et grand merci Eva. Triggerai. Et puis bah je vais mettre plein de liens pour te retrouver sous la vidéo, et même j'aurai inséré quelques mots, des images, puis des liens notamment par rapport au bouquin dont tu nous as parlé. Et voilà, et merci encore. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Grand merci, bonne journée, et les revoyotes.